Nous allons entrer maintenant dans les retours d'expérience de retailers et nous allons accueillir Matt Shea, le président de la National Retail Federation, qui va interroger Mathieu Calloni, CFO et Chief Strategist and Transformation des Galeries Lafayette. C'est une interview en anglais. Des casques de traduction sont à votre disposition à l'entrée de la salle plénière. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Please welcome to the stage Matt Shea et Mathieu Calloni. Two guys on a bench in front of the Louvre. It smells like a small garden, right? Yes, exactly. Well, Matthew, thank you for being here. Pleasure to have you and to spend a few minutes talking about retail, department stores, technology, customers. You've had a wonderful career in retail, in luxury, consumer packaged goods, in the drinks business. And now for 7, 8 years at Galeries Lafayette, storied, legendary department store, well known in Europe and around the world. Let me ask first, how are your customers feeling about the current environment, the economy? How are they behaving in the moment? Yeah, well, department stores and Galeries Lafayette in particular in France is, part of the culture, I would say. And this is at the very heart of what is happening in terms of retail and in terms of how the consumption is evolving. So obviously, whenever we have some economic turmoil, let's say it this way, we feel it in the stores, but at the same time, we are a safe haven for our customers because we have this reference for them in terms of quality, in terms of selection, in terms of brands. Okay, and this is what they're looking for at Galeries Lafayette. What we witness is that we've overperformed the market for the past 24 months since the end of the COVID issues, basically. Meaning that the customers are flying back in our stores, and I'm talking here about both the French customers, which are obviously very important to us. This is the first name of the game for Galeries Lafayette, be it in Paris or be it in our stores in Provence, but also the part of the travel retail industry, which we have in the Galeries Lafayette Haussmann store and in some of the stores in Provence as well. Closely aligned. So one of the things that we discussed briefly, and I think not all of us appreciate on a day-to-day basis, is the complexity of a department store. And a department store is everything in one place, from luxury to housewares to travel and luggage to ready-to-wear and everything in between. And with a similar variety of customers and demographics and segments, and the physical location and the technology and the inventory. It's a very complicated and complex business. Absolutely. How do you think about leading and managing that business in the current environment 4 years after COVID and all of the disruption we experienced through COVID? Well, there's several answers to this question. The first one is the complexity you're mentioning, which is different types of customers, both French and tourists, which is different size of stores. I mean, we have Haussmann, which is this gigantic store that everybody knows, but we also have some more regular department stores in Provence, and we also have stores abroad. We have some staff, which is ours, and staff, which is on the brands. We have some merchandise, which is ours, and some merchandise, which is on the brands as well, et cetera, et cetera. This complexity is both an issue, because, of course, it entails a lack of efficiency in how we work on a day-to-day basis. But I also think that it's sort of call it protection. Mm-hmm. Department stores have been here for 150 years. They've been disrupted by, hypermarkets, grocery stores. They've been disrupted by fast fashion. They've been disrupted by e-commerce, but they're still here. And I sort of feel that this complexity is part of the answer. It's very difficult to attack everything at the same time.
And this art and science of putting everything together is part of what a department store is, and of course what the customers are looking for. If we get back to how it's been evolving in the past couple of years, say, I must say that in terms of technology and in terms of impact of the COVID, we've definitely improved in how we can bring the technological efficiency to the stores. Nothing to be seen by the customer. I mean, you know, what they want is some personal interaction. They want to have this feeling. But how do we get rid of all the paper? How do we get rid of all the inefficiency, which sort of dates back to 150 years ago? Well, this is part of how we use technology today and how we've definitely improved. Artificial intelligence definitely is part of the next answer to this issue. Yep. Yeah, I think as customers, we all expect and want personalization, customization, and certainly in the US, in the last 4 years, we became very accustomed to new ways of interacting with retailers and with department stores. And in the US, the department store segment, and there are a number of very successful historic department store brands in the US, and that's the segment of the market that in some ways, at least the perception is, department stores have been challenged because they're trying to evolve because of the complexity of the business, the variety of the goods that one can find. It's essentially the modern day version in the US of the general store out on the prairie at the time that the United States was in its early formation. You could go in one place, get everything. And then, as you say, Matthew, the competition of hyper and specialized and big stores and all those things continue to challenge the department store. And yet there's, I think, an essential, indispensable role for a department store to play because of the experience. Yes, the experience is at the heart of what we try to do. And we are used to saying at Galeries Lafayette that a department store is a theater. It's a stage, yes, basically. And you have to showcase the brands and the products that we are selling. And this is what the customers expect when they visit a department store. And they're not looking for efficiency, but efficiency is sort of obvious for them. And we have to find this balance between being efficient, making sure that they will find the right product at the right time, but still have the magics of department store. Tell stories, build windows, build events in our stores. As a CFO, I sometimes kind of challenge these sort of things. You know, the teams keep telling me, well, we have to move everything. But we did it last week. Yes, but we're a department store. And if the customers comes once a week and don't see any change in the store, they will question, you know, the reason why of the department store. It's not a mall. It's not a specialty store. We have to tell these stories. So we have to balance between being a storyteller, obviously, and being a business. That's what we try to do. That is the paradox behind department stores. No, that's right. And I guess, as you said, the art and science and reflected in your responsibilities of being the chief financial and transformational officer. And sometimes those responsibilities look like they may be in conflict or they require trade-offs. And I think if you think of the grocer or the supermarket, if the food is, if it's what you need, it's convenient and it's priced the right way, the experience matters. Maybe, no offense to our friends who are grocers, but it matters less. And if you're a discount store, it's all about simply pricing. And if you're a luxury store exclusively, maybe it's all about the exclusivity of the item and the brand. But you are all of those things at once. And as you said, at the end of the day, you want to create the experience and the aspiration, the excitement in your business. And you have to operate
that way, and that is more complicated than many of your peers Absolutely. in other areas. No, absolutely, and that's exactly what you were mentioning. We, even if it's not completely true, obviously, but we say that we want to offer the same experience as a luxury brand in our stores, but with the P&L of a grocer. Right. And this is quite tough. Yes. Yes. And so when you think about customers and the experience you've got, you're serving at Galeries Lafayette Parisians, the French, but also the international component is very, very important. And because of what we can find in the stores, obviously there are many global brands. How do you think about opportunities for Galeries Lafayette beyond this market? Do you think about reaching other markets and globally or beyond that regionally? Yeah, we've been working on that for the past 10 years, basically. I mean, if we get back to much before in the history of Galeries Lafayette, I guess they've opened stores abroad. We've opened stores abroad as early as the 1920s, and then closed them, and maybe reopened in the 1960s or something like that. And now we're expanding again for the past 10 to 15 years. There are two things about that. The first one is, you know, as the saying goes, first things first. Right. If you want to be attractive, if you want to be relevant abroad and for the international customers, we are deeply convinced that we need first to be attractive and relevant to our local customers. The store in Boulevard Haussmann, again, is obviously a place to visit, one of the most visited places in Paris, together with the Tour Eiffel and the Sacré-Cœur. So many tourists, that's great, yeah. and we love it, obviously, and they're all welcome. But at the same time, it's the largest store for Parisians in terms of sales. And again, we have to find this balance so as to make sure that we have the right brands, the right products, and the right experience for these different categories. And we are definitely convinced, maybe thanks to the Olympics in part, but the role of Paris in the international tourism is definitely huge. It is one of the most visited cities in the world, and we will continue to grow our travel retail business in France, in Paris, and in the key cities in France as well, with our stores. Once we've done that, we believe, and this is again what we've started to do in China 15 years ago, that we can bring the Galeries Lafayette experience abroad. The key point here is, what does it mean? You know, what is the Galeries Lafayette experience? Because obviously we would love to build this cupola, which is the very distinctive part of our store abroad, but this is not going to happen, obviously. And so we are back to the role of Galeries Lafayette to be a department store that selects the brands, which is a reference in fashion, which brings both what people want, but also the novelties and the things that they will discover and the up and coming. So for instance, if you take China, we've opened a store in Beijing in 2013, so that was 11 years ago. And we were the first to carry the Sandro and Maje brands to China. And of course, it's been a huge success since, outside of the walls of the department stores. But this is part of our, let's call it mission, right. in a way. And it's not only the French fashion brands, but we want to be able to carry to our customers in China, in the Middle East, these brands from international fashion and from local fashion as well, which have this sort of Galeries Lafayette touch. Yes. Next year, 2025, we will open a new country with a partner. Obviously, we're not going alone, in India. Oh, exciting. Well, which is a bet, obviously. Yeah. I mean, it's early days for this kind of retail in India, but we want to be part of the story, the same as we've been with China 15 years ago. Wow, that's very exciting.
So let me just on one category, on luxury. You've worked around the world, South America, Asia, Mexico, Tokyo, obviously here in Paris and in Europe. Moet Hennessy, a luxury category. Tom here in France, in the jewelry business. Luxury, although recently maybe there's been a bit of a slow in the U.S. side, but in the last 5 years, of all the categories, luxury seems to have been sort of able to sustain itself at a higher level than maybe other categories because of the customers that are engaged in luxury and the unique characteristics of that segment of retail. How are you thinking about that category broadly, and then also how it fits into your mission, both in serving Parisians first, but also in new markets? No, that's I mean, you're absolutely right, obviously. Luxury has been incredible in the past 5 years, but maybe also in the past 20 years, with a bit of ups and downs and a couple of crises. But when you look at the profile over the past 20 years, this growth of these brands have been incredible. And I'm not here to be advocating for luxury brands, but it's true that they've been incredible at building stories, at retail as well. Mm-hmm. I mean, they've developed this retail concept, retail experience, merchandising approach, etc., which is incredibly efficient, and it's sort of well, again, obvious. Department stores and luxury, well, obviously, I think it's sort of intricated today, yes. And I don't know if department stores are absolutely necessary to luxury. I guess part of it, yes. And of course, luxury is part of the department stores. So the story is not do we want it or not. I think it's different. We're happy to have these luxury brands today because this is what our customers, or part of our customers, again, want at some point in time. And obviously, it addresses differently our French customers and our international customers. But this is part of the shopping experience. And when going to Paris, when going to the store in Boulevard Haussmann, when going in Nice, for instance, in our stores in Nice, again, our customers expect these brands to be there because it's part of the image of Paris. We've been very happy, obviously, to partner with these brands, to improve our business, to develop the business with them. And we think that we bring them certain customers that would not go to standalone stores of these different brands because they're accustomed to department stores because whatever reason you can find. Now the key thing, obviously, is there is, I don't know if it's an issue, but let's call it a topic. There is one topic. Luxury brands are sort of pretty much not the same everywhere because the concepts can be different, etc. But this is not the key differentiator between two department stores. Right. And differentiation, this is something that obviously, is part of retail. It's a key element of retail. We need to be different, the one from each others. So luxury brands is one thing. How do we get exclusivities with some of these brands? Yeah. That's a key question, that's for sure. And besides luxury brands, or besides the top luxury brands, how do we bring the up-and-coming? Mm-hmm. Some smaller luxury brands, maybe, which are just known to a bunch of people in Paris, then that we sort of open up to the world. That can be a possibility. And beyond luxury, obviously, talking about, I don't know, call it accessible luxury, call it, more on the fashion, on the creation side as well, because this is part of, again, the DNA of Galeries Lafayette and a bit broader, the DNA of department stores. And we have to find this balance, again, in terms of business. Right. Because at the end of the day, it needs to be profitable. Right. With grocery store margins.
a bit higher, I hope, but sort of alike. So you talked a moment ago about technology, and maybe we could just come back to that for a minute. I remember a very well-known retailer in the U.S. in a conversation once about technology, and everyone was fixated on the internet and e-commerce and mobile and all these things, and he said, at the end of the day, the only point of technology in the retail context is to make you a better merchant. That's really about being a merchant, and technology is simply one of many enablers, along with strong partnerships and great sourcing and excellent product and design and buyers and inventory and all those things. So sitting at the intersection of transformation and finance and all of the investments that could be made in technology with things like artificial intelligence that in the US is just with NVIDIA and all of Microsoft and all the companies that are chasing returns and investments on AI. How are you thinking about technology investments for the future to make your team better merchants and to create a better retail experience at Galeries Lafayette? Yeah, I definitely love this definition. I mean, be a better merchant thanks to technology. I guess this is definitely what we need to do with technology and how we shall invest. And the amounts that we invest in technology, broadly taken, is quite impressive compared to the size of the business. Like every business, we are a software business today. You know, so some are still saying, well, technology is not part of what we do. You know, what we do is buy and sell. Let's say, okay, but if you want to buy and sell efficiently, you need technology because this is 2024. And this is soon to be 2025. So definitely, this is part of the game. We invest in software. We upgrade what needs to be upgraded so as to make sure, again, that we are pretty much able to interpret all the data that we have to understand what the customers want and to make sure that we have this product on the floor, on the website, at the right moment. We invest in, we've started to invest pretty much in line with the survey that was commented before in the artificial intelligence field, because again, we feel that there is mainly something to be done in how we use the data that we've gathered, which is a huge amount, which is not a, you know, Excel won't make it, basically, so we need something else. Right. The point is, we have decided so far not to invest too much in consumer-facing technologies. You know, all these, I don't know, mirrors, connected mirrors, and this kind of thing that you find in stores is not something that we've prioritized so far because we haven't seen this sort of answer. But obviously, we need to be ready for the next generation because this is where it will happen. Right. Yeah. Well, we're almost out of time. Matthew, I want to thank you for being here, and the department store, Galeries Lafayette in particular, the department store in general, plays an important, critical role in retail and in the history, and I think you would agree will continue to in the future as well. Of course we will. This is the 130th anniversary of Galeries Lafayette this year, starting right now in the stores. Merci. So I invite everybody to visit the store and see what we've done for that. But of course, we'll be here much longer than that. Look forward to that. Well, Matthew, thank you. Please join me in a warm welcome. No, thank you, Matt. Matthew. Thanks a lot. So much. The pleasure is mine. Nous allons continuer les retours d'expérience avec 3 grandes enseignes. Nous allons recevoir Carrefour, Decathlon et Fnac Darty. Nous allons entendre le Chief Data Analytics Officer pour Carrefour, Head of Data pour Decathlon et le Directeur Exécutif Stratégie et Transformation pour Fnac Darty. Alors veuillez accueillir très chaleureusement pour Carrefour Arnaud Grosjean, Decathlon Hugo Hamad et pour Fnac Darty Thibaut Vigier.
Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans l'étude Havas, on a vu que l'IA, évidemment, est un acteur majeur de la transformation des entreprises. Donc, je vais vous demander, avec les challenges qui ont été présentés, la mutation et la transformation rapide des consommateurs, des habitudes des consommateurs, l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Déjà, comment l'IA transforme votre enseigne? Et puis, est-ce que l'IA peut être un début de solution pour contrer la baisse du pouvoir d'achat par l'augmentation du pouvoir data, quelque part? Arnaud, vous voulez commencer peut-être? Oui, volontiers. Bonjour à tous. Merci de votre accueil. Déjà, peut-être un mot, parce que j'ai écouté l'intervention tout à l'heure d'Havas, et je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre ce que les uns et les autres ont en tête quand on parle d'intelligence artificielle. Et j'ai l'impression que ChatGPT, tout ce qu'on vit depuis 2022 et cette effervescence autour de l'IA générative prend beaucoup de place. Mais en réalité, l'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on y travaille. Nous, chez Carrefour, ça fait maintenant 5 à 10 ans presque qu'on développe des modèles et qu'on les implémente. Et évidemment, l'IA générative nous aide et peut accélérer certains use cases, mais pour autant, ça reste un sujet qui est beaucoup plus profond, une transformation beaucoup plus longue et complexe à certains égards que le buzz qu'on a autour de l'intelligence artificielle générative. Une fois que j'ai dit ça, effectivement, si on s'y est attelé depuis autant d'années, si on y a mis autant d'efforts, c'est parce qu'on est convaincu que c'est un facteur majeur de transformation pour une entreprise comme Carrefour. Et évidemment, dans une logique où tout ce qu'on fait, chez Carrefour, on a une politique qui est très centrée sur le client, doit servir in fine le client et arriver à dégager du pouvoir d'achat et à rendre nos clients le plus satisfaits possible. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'IA, qu'on parle d'IA qu'on va appeler décisionnelle ou d'IA générative, on va l'utiliser d'abord pour améliorer notre offre commerciale, pour refondre nos modèles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin Carrefour, que ce soit un petit magasin de proximité ou un hypermarché, les produits que vous allez trouver dans le magasin, l'assortiment, sont définis avec une intelligence artificielle. C'est l'IA qui va déterminer si dans un magasin de Paris-Centre, il faut mettre plus ou moins de références bio, si dans un magasin dans zone rurale, il faut mettre plus ou moins de marques propres Carrefour, etc. Donc les assortiments aujourd'hui des magasins sont complètement travaillés par l'intelligence artificielle. On utilise aussi l'intelligence artificielle pour travailler le pricing, et ça, une maille très granulaire. Donc, on sait qu'on vit une période tourmentée sur les prix, avec une période d'inflation très forte, là on est en train d'en sortir. L'IA nous aide à fixer les prix de la manière la plus intelligente possible pour s'assurer que les prix sont les plus adaptés aux zones de chalandise et aux clients qui fréquentent nos magasins. Et ça, on le fait magasin par magasin, produit par produit. On utilise l'IA pour adapter nos promotions. Aujourd'hui, on continue à faire beaucoup de promotions avec des catalogues, de la promotion de masse. Il n'y a pas une promotion qui est jouée dans un catalogue qui ne passe pas par nos modèles d'IA pour ajuster les produits, ajuster les mécaniques promotionnelles et s'assurer qu'in fine, on propose des promotions qui sont les plus adaptées à nos clients en fonction des temps forts et des priorités qu'on veut se donner. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on fait sur l'offre commerciale. Après, il y a évidemment des use cases avec l'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus visibles directement de nos clients et qui vont améliorer l'expérience client. Alors ça passe évidemment par toute la personnalisation de notre CRM, de notre marketing, et puis encore plus sur nos canaux e-commerce, qu'on parle du drive ou de la livraison à domicile. On a déployé des algorithmes de recommandation qui font qu'aujourd'hui, on a une très très large majorité. Il y a 80% des produits qui sont ajoutés au panier sur nos sites internet et applications qui sont issus des modèles de recommandation. 8 produits sur 10 sont recommandés par l'IA quand vous faites vos courses sur carrefour.fr ou sur l'application Carrefour. Et puis, pour reparler d'IA générative, on explore aussi les potentialités de l'IA générative pour changer un peu les interactions qu'on a avec les clients. Donc on a déployé depuis maintenant quelques temps un chatbot qui s'appelle Hopla, qui permet aux clients de dialoguer en langage naturel avec Carrefour, plutôt que de parler produits, de parler recettes ou besoins, et le chatbot va lui proposer des recettes et des listes de produits pour accélérer sa liste de courses. Ce qui est important là-dedans, c'est que ce n'est pas juste du buzz et ce n'est pas juste pour se faire plaisir avec l'IA, c'est qu'à la fin, ce qu'on constate, c'est que typiquement sur la recommandation, quand on va pousser fortement la recommandation pour nos clients,
c'est une source de satisfaction pour nos clients parce que ce qu'ils nous disent, c'est que, et ce qu'on voit, c'est que faire les courses, ça devient beaucoup plus rapide sur nos sites e-commerce. Et à la différence d'acteurs du non-alimentaire, nous, on a un challenge sur l'alimentaire qui est que on a des paniers qui sont très gros. Quand vous avez des paniers avec 50, 60, 80 produits dans le panier, si vous vous retrouvez à passer 3 heures devant votre écran à faire vos courses, vous perdez un peu les bénéfices du e-commerce. Donc on a un vrai enjeu à accélérer les courses. Et la recommandation, c'est un vrai facteur pour permettre ça. Et puis le dernier levier dans lequel on utilise l'intelligence artificielle, c'est l'excellence opérationnelle, les fondamentaux. Quand on a des clients qui viennent de nos magasins ou sur nos sites internet, ce à quoi ils s'attendent, c'est d'avoir les bons produits, les magasins bien achalandés, les magasins bien tenus, pas d'attente en caisse, etc. Et là encore, sur tous ces sujets-là, on utilise l'IA typiquement pour améliorer les prévisions de vente, qui nous permettent de mieux gérer la supply chain, de faire des meilleures propositions de commandes pour approvisionner les magasins et nos entrepôts. On va utiliser l'IA pour mieux planifier les ressources en magasin ou dans nos entrepôts et arriver à optimiser la manière dont on alloue ces ressources-là et in fine, s'assurer qu'à la fin de la chaîne, le client arrive dans le magasin ou se connecte sur le site et trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Ok, ben merci beaucoup Arnaud. Hugo, je vous vois hocher de la tête et dire oui à beaucoup de ce que dit Arnaud. Vous avez le même retour d'expérience chez Decathlon avec l'utilisation de l'IA? Je remercie Arnaud parce que j'ai plus besoin de répéter les cas d'usage. mais effectivement, alors Decathlon, il faut rappeler quelques chiffres. 100 000 collaborateurs. Sur le digital, on est plus de 5 000. Et sur la data, on est plus de 500 personnes. Donc ces chiffres sont importants pour un peu aussi rappeler l'ADN de Decathlon pour innover, digitaliser. Et avant de parler, toujours je dis avant de parler AI, il faut parler digitalisation et transformation digitale. Et pour faire la transformation digitale, il faut la bonne donnée, il faut travailler les fondations autour de la data, mieux les collecter, mieux les gouverner, mieux les qualifier, etc. etc. Donc chez Decathlon, on a démarré une transformation sur la data il y a quelques années pour travailler vraiment les fondations avec des équipes expertes sur toute la chaîne. Et on a de la chance chez Decathlon pour pouvoir adresser toute la chaîne de valeur d'un retailer. On fait la conception de produits, la fabrication, la supply, la partie vente en magasin, l'e-commerce, etc., etc. Donc on collecte énormément de data et on a la chance aujourd'hui de pouvoir travailler main dans la main avec les équipes produits, avec les équipes tech, avec la data pour transformer vraiment une chaîne solide pour pouvoir exploiter cette masse de la data. Donc, une fois qu'on a travaillé ces fondations autour de la data, là on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. On veut démocratiser l'accès à l'IA. En interne, en externe, surtout déjà pour l'efficacité opérationnelle en interne. On a transformé nos équipes pour qu'ils deviennent de plus en plus proches des domaines du digital. Aujourd'hui, on a des domaines autour de la supply, de l'e-commerce, la circularité, le store, le magasin. Et donc, aujourd'hui, nos équipes, ce qu'on appelle les Advanced Analytics, les équipes BI, Data Analysts, les ML Engineers, les Data Scientists, sont proches du business du domaine, sont proches de la tech qui travaille les softwares, qui développe les technologies, ils sont proches des produits digitaux qui développent les solutions digitales pour adresser, pour embarquer, pour augmenter ces produits par l'intelligence et bien sûr par la data analytics d'une manière globale. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on fait le tour un peu des use cases que Arnaud a cités tout à l'heure pour pouvoir vraiment transformer le groupe en interne, mais aussi être toujours au service du client. Je rappelle, la mission de Decathlon, c'est rendre le sport accessible à tous. D'accord, merci beaucoup. Thibaut, pour Fnac Darty, vous avez cette même dynamique de transformation, d'utilisation de l'IA? Oui, exactement. Alors, beaucoup de choses ont été dites, mais peut-être juste pour repréciser quelques chiffres, sur Fnac Darty, on est premier e-commerçant de France omnicanal, donc juste derrière Amazon. Donc le digital est vraiment au cœur de notre dispositif. La data et l'IA, et maintenant l'IA générative, sont vraiment des formidables accélérateurs de notre transformation. Sur la productivité de nos équipes, sur la performance de l'entreprise, excellence opérationnelle, et sur l'expérience client et la satisfaction client. Et tout ça au service de notre mission, qui est vraiment engagée pour un choix éclairé et une consommation responsable, donc un nouveau modèle de consommation plus durable. Alors, quelques exemples très concrets là-dessus. Typiquement, on va collecter toute notre data issue de nos services après-vente et des réparations pour formuler une information neutre et objective à nos clients sur la réparabilité, la fiabilité et donc d'une certaine manière la durabilité des produits que l'on vend. Et cette formation, on la transmet publiquement, donc c'est le baromètre du SAV. Donc ça, c'est proposer à nos clients et leur permettre de choisir des produits qui vont durer plus longtemps et donc préserver d'une certaine manière dans la durée leur pouvoir d'achat. Un deuxième exemple, c'est sur la réparation à distance.
Typiquement, on utilise nos données et l'IA de plus en plus pour détecter, en fonction des diagnostics décrits par le client, si la panne peut être résolue à distance. Et donc là, on fait coup triple d'une certaine manière, c'est-à-dire que le délai de réparation est quasi instantané pour notre client. On économise des coûts et du carburant puisqu'on n'envoie pas de technicien sur place, la réparation se fait à distance. Et enfin, c'est bon pour la planète. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on réconcilie consommation durable, pouvoir d'achat de nos clients, et puis performance de l'entreprise et rentabilité d'entreprise. Donc je rejoins sur les use cases qui a été dit par mes camarades, et donc je ne vais pas poursuivre. Peut-être juste nous, ce qui est vraiment clé, hein, je l'évoquais, on est premier e-commerçant omnicanal d'une certaine manière. L'IA est au cœur de nos moteurs de recherche, et ça on a démarré il y a bientôt une dizaine d'années en renforçant cette dimension-là. Et alors, ce qui nous est spécifique pour le coup, c'est que l'IA nous impacte aussi commercialement, puisqu'on est les vendeurs de pelles de la ruée vers l'IA, d'une certaine manière. On vend les PC, les téléphones, et puis bientôt tous les appareils d'électroménager. Et donc notre enjeu, c'est vraiment d'être leader, référent pour nos clients et pour nos fournisseurs, sur tous les produits et services avec de l'IA embarquée. Et donc ça, voilà, c'est vraiment un enjeu sur lequel on investit beaucoup pour tirer le marché et participer aussi à l'essor et l'accélération de ce segment de produits. Ok, merci beaucoup Thibaut. Les applications, la transformation est très claire, les bénéfices aussi. On voit dans l'étude aussi quelques préoccupations, quelques freins, des transformations fondamentales à prendre en compte. Une, c'est la préparation de l'entreprise à l'adoption de l'IA. Et on a vu 3 principaux freins, ou en tout cas préoccupations, qui sont les coûts de déploiement, les compétences des collaborateurs, et puis des préoccupations concernant la protection des données personnelles. Donc, est-ce que vous voulez peut-être donner un mot, oui. Ouais, pour commencer, on a vraiment travaillé, nous, sur le cadre protecteur et responsable dans lequel on peut jouer. Le terrain de jeu qui va préserver nos données, d'un point de vue cybersécurité, RGPD, et puis notre réputation, notre propriété intellectuelle. Ça a vraiment été un pilier autour de se protéger, d'une certaine manière, participer à l'éducation de nos collaborateurs. Deuxième pilier, ça a été se structurer. Comment est-ce qu'on construit la plateforme, les fondations qu'évoquait Hugo, pour pouvoir accélérer et passer à l'échelle sur la data et l'IA. Donc on s'est appuyé sur un gros partenaire, Cloud, et puis on a restructuré l'organisation interne pour s'assurer qu'on puisse accélérer là-dessus, notamment avec la création d'une Data and AI Factory, et puis une gouvernance transverse qui aligne l'ensemble des directions au niveau du COMEX. Et enfin, dernier pilier, c'est expérimenter. Et là, notre responsabilité d'employeur, c'est de former tous nos collaborateurs à cette nouvelle technologie. Donc on a un programme de formation pour former 100% des collaborateurs, avec un tronc commun e-learning, et puis après, par verticale de métiers et de compétences, des supports de formation dédiés. Et on forme en particulier tous nos vendeurs pour qu'ils soient en capacité d'expliquer avec leurs mots et de façon pertinente tous les produits qu'ils vont proposer à nos clients. Et vous allez voir dans certains de nos magasins, certains arborent même un badge expert IA. Donc on a vraiment valorisé cette compétence et ce savoir-faire auprès des collaborateurs. La formation, ensuite, c'est ouvrir les accès, bien sûr à nos équipes tech, et puis aussi, partout où il y a de l'IA de façon native dans les logiciels, commencer à structurer des communautés d'ambassadeurs. La difficulté qu'on voit là, c'est arriver à susciter suffisamment d'early adopteurs qui, derrière, vont entraîner l'entreprise. Voilà, et donc on y travaille notamment avec un test en cours sur Copilot 365 voilà, pour tirer l'adoption progressive de ces technologies parce que pour réussir l'accélération de notre transformation, ça passe par les hommes et ça passe par l'adoption de ces technologies. Effectivement, je vous vois aussi acquiescer grandement sur les leviers d'acculturation de l'entreprise. On a des retours similaires pour Decathlon ? Alors l'adoption, la grande question depuis des années et des années. Alors on développe effectivement, comme tu l'as dit Arnaud, des IA depuis beaucoup d'années, mais moi j'ai l'impression qu'on passe quand même d'une vague de réticence à une vague d'exigence. De plus en plus, les métiers commencent à expérimenter. Nous tous, le grand public, regarde des solutions comme ChatGPT et autres. Ils regardent ce que l'IA apporte. Et de plus en plus, on a des métiers qui viennent nous voir en disant j'ai testé ça pour mon métier, ça apporte telle valeur. Comment je peux y accéder? Comment je peux avoir une solution interne, marché, etc. Et donc, ça ramène une responsabilité énorme sur nos équipes data/AI parce qu'on doit délivrer cette exigence, on doit être exigeant par rapport à comment on développe et on travaille ou on adopte une solution.
Et aujourd'hui, donc, de plus en plus, on commence à avoir ces ambassadeurs qui sont côté métier, qu'il faut vraiment les garder au chaud et les impliquer de plus en plus dans les sujets, dans le développement des IA ou les développements des solutions d'intelligence artificielle. Et ensuite, je tiens beaucoup, encore une fois, à développer ou à pousser à développer des solutions ou à adopter des solutions industrielles et ce qu'on appelle le prod ready. Parce qu'il n'y a pas plus mal qu'une solution qui ne fonctionne pas. Et là, on plombe l'adoption côté métier. Donc, travailler des solutions hautement industrielles et ne pas travailler que des intelligences artificielles ou que un dashboard de data, mais travailler des expériences. Aujourd'hui, l'adoption de ChatGPT, c'est parce que l'expérience elle est très facile et tout ce qui est complexité derrière, elle est cachée, que ce soit technique, AI, etc. Donc, travailler des expériences, aller chercher des ambassadeurs pour les impliquer dans les projets et travailler des produits industriels. Et aujourd'hui, on a de la chance d'être en Europe avec l'exigence de l'AI Act. Moi, ce que je rappelle tout le temps, c'est regarder l'exigence de l'AI Act et si vous les appliquez, vous arrivez quand même à développer des solutions très industrielles sans même être régulé ou sans aller chercher des audits internes ou externes. Mais si on suit juste ces exigences, on arrive à développer des solutions qui sont assez industrielles et donc, encore une fois, optimiser l'adoption côté métier. D'accord. J'ai presque plus rien à dire. Bah oui. Non, juste pour rebondir, parce que je suis très, très aligné avec ce qui vient d'être dit. Et oui, pour reprendre ce que disait Hugo, on a un vrai enjeu à arriver à faire en sorte que nos interlocuteurs dans les métiers ne soient ni dans une confiance aveugle vis-à-vis de ce que propose l'IA, ni dans une méfiance extrême. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à construire ce regard critique pour leur permettre à la fois d'être pertinents quand ils viennent nous voir et qu'ils expriment des besoins, parce qu'il ne s'agit pas de penser que l'IA peut tout faire et que c'est magique, et en même temps qu'ils soient capables de venir nous voir avec le bon niveau de précision et de pertinence pour que nous, derrière, on soit capable de construire des choses qui soient utiles. Et je pense que pour arriver à ça, il y a évidemment beaucoup de leviers, il y en a pas mal qui ont été évoqués. Peut-être pour compléter ce qui a été dit, on a eu, nous, chez Carrefour, un enjeu à faire en sorte que l'acculturation à l'IA, ça soit à la fois un sujet du top management, donc on a beaucoup informé notre top management sur la manière dont l'IA pouvait servir les enjeux de Carrefour, que ça soit l'IA décisionnelle ou maintenant l'IA générative. Et puis le deuxième enjeu, évidemment, c'est de s'assurer que dans l'ensemble des équipes, il y a une vraie appropriation de ces outils-là, donc ça passe par l'expérimentation, ça a été dit. Moi, je crois beaucoup, et ça va rejoindre ce que disait Hugo sur l'IA Act, à la nécessité de faire de la pédagogie et de s'assurer que tout ce qu'on fait sur l'IA est explicable et transparent. Donc on s'attache beaucoup, nous, chez Carrefour, à faire en sorte que les solutions qu'on déploie soient comprises par les métiers, que ce ne soit jamais des boîtes noires, et que les métiers puissent justement avoir ce regard critique et comprennent aussi les limites de ce qu'on fait. Parce qu'il y a évidemment des limites dans ce que fait l'IA, et il faut que ça soit compris pour que ça soit bien utilisé. Et peut-être un dernier point pour compléter mon propos, au-delà de l'explicabilité à la transparence, le facteur principal, à mon sens, c'est la mesure. Si on est capable de montrer de manière très claire, factuelle, à des interlocuteurs métiers qu'on arrive à créer de la valeur avec l'IA, et ça veut dire sans doute autre chose que les premières métriques qui sont utilisées par des data scientists qui peuvent être très techniques, mais à parler le même langage que le métier et à prouver les impacts que peut avoir l'IA, on a gagné la moitié du combat. Donc une fois qu'on a mis tout ça autour de la table, l'explicabilité, la transparence, la mesure, je pense qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin. Et pour finir peut-être, le modèle ou l'IA en tant que tel, c'est souvent insuffisant. Et on se rend compte aussi que moi je porte les équipes analytics et intelligence artificielle chez Carrefour. Si on était tout seul, ça ne marcherait pas. Et pour arriver à réellement transformer et à capter la valeur que permet de créer l'IA, on a besoin de s'appuyer sur des métiers qui comprennent suffisamment bien ce qu'on est capable de faire, des équipes produits qui sont capables de penser au-delà du modèle ou de l'intelligence artificielle pour penser, Hugo en a parlé, l'ergonomie, l'expérience autour des outils, en allant parfois jusqu'à du process reengineering pour changer les manières de faire autour de ce qu'on est capable de faire pour l'IA, avec l'IA, pour faire en sorte qu'in fine on capte réellement toute la valeur. Donc c'est cet ensemble, cet écosystème avec du produit, de l'intelligence artificielle, des ressources data science, avec des métiers qui sont bien formés, qui à la fin permet de créer des solutions qui sont utilisées, exploitables et qui créent de la valeur. D'accord, merci beaucoup. De ce que j'entends par rapport aux collaborateurs en magasin avec les badges IA, par exemple, experts en IA, est-ce que l'IA nous pousse vers une automatisation des magasins dans un certain futur? Et quel niveau de service? On en a discuté un petit peu, bon, notamment
l'IA dans les moteurs de recherche, mais quels nouveaux services pourraient apparaître avec l'IA prochainement? Là-dessus, nous, on a deux convictions fortes, c'est que l'omnicanal est le modèle gagnant et que le vendeur est au cœur du dispositif. On a évoqué, tout à l'heure, Mathieu a évoqué le sujet clé du retail, c'est la différenciation. Notre enjeu, c'est pas de courir derrière les pure players, et donc le vendeur est un vrai élément de différenciation. Donc c'est comment est-ce qu'on utilise la data, l'IA et toutes les possibilités offertes pour libérer du temps de vente à nos vendeurs, du temps à valeur ajoutée pour nos clients, et proposer davantage de valeur à nos clients. Donc c'est vraiment ça la clé et à quoi on utilise l'IA et la data. Donc j'ai évoqué quelques exemples et mes camarades en ont évoqué un certain nombre. L'enjeu c'est voilà, comment est-ce qu'on enrichit la proposition de valeur de nos vendeurs auprès de nos clients, notamment au niveau du conseil. Et puis typiquement sur des sujets de... La première question qu'on pose à nos vendeurs, c'est aujourd'hui, c'est où se trouve tel ou tel produit. Voilà, donc ça, on veut pouvoir le basculer côté data, côté IA, et recentrer le vendeur sur des dimensions de conseil. Même chose sur nos équipes en call center face aux clients. Beaucoup de sollicitations, en fait, sont des sollicitations entre guillemets à faible valeur ajoutée, des sujets de logistique, des sujets d'adhésion. Et donc ça, on va pouvoir traiter ça au maximum via du chatbot ou autre pour recentrer nos effectifs call center sur des discussions à valeur ajoutée, de la réparation, des choses complexes à résoudre. Si vous voulez compléter. Oui, je te rejoins Thibaut. Et effectivement, chez Decathlon, on travaille l'IA sur plusieurs leviers. On parle de la supply par exemple, comment l'IA peut aider à mieux, on va dire, faire les forecasts de vente, forecasts de vente en magasin, comment on peut mieux dispatcher les produits, économiser le CO2, optimiser les coûts, etc. Dans le magasin, effectivement, on l'a cité, comment faire l'assortiment des produits de manière plus efficace pour que les clients puissent vraiment chercher et trouver les produits qu'ils viennent acheter. Un sujet autour aussi du pricing. Aujourd'hui, pour aussi illustrer comment on peut mixer de la data et l'IA avec la digitalisation et l'automatisation. Donc on travaille la data et l'IA pour mieux aider les décideurs de prix côté sport et pays à définir les prix des produits. Et aujourd'hui, on a une chaîne automatisée qui va déverser ces prix dans les magasins, dans les tickets électroniques. Avant, les conseillers viennent imprimer des prix et les afficher dans les rayons, etc. Aujourd'hui, on a automatisé cette partie. Donc, on a l'intelligence qui va aider les décideurs à fixer les prix. Et on a des chaînes automatisées qui vont les déverser dans les magasins. Ça ne veut pas dire que l'AI et la digitalisation va remplacer les conseils et les vendeurs dans le magasin. Mais là, on va leur laisser un peu plus de temps pour s'occuper de nos clients, pour mieux les conseiller. Et donc, c'est un vrai gain pour tout le monde en utilisant l'AI et en utilisant aussi la digitalisation. Super. Peut-être pour compléter, alors je ne vais pas revenir sur ce qu'on évoque dans l'alimentaire, oui. Ouais, sur l'alimentaire et tout ce que l'IA permet de changer dans la manière dont on gère le magasin, que ce soit sur l'assortiment, le prix, la promotion, la supply chain. Pour revenir sur la question qui était est-ce qu'on va vers une automatisation du magasin et comme le scénario qui était présenté tout à l'heure, un magasin sans vendeur ou sans collaborateur. Nous, ce qu'on voit chez Carrefour, notre conviction, c'est que ce n'est pas une attente de nos clients. La relation avec les collaborateurs en magasin, les stands de boucherie, charcuterie, fromagerie, etc., c'est des éléments très forts de satisfaction pour nos clients. Par contre, évidemment, l'IA a son rôle à jouer pour améliorer l'expérience client sans transformer et engendrer des ruptures fondamentales sur ce qu'est aujourd'hui un magasin. Donc c'est arriver à mieux construire l'offre pour avoir une offre qui est beaucoup plus adaptée aux spécificités locales de la zone de chalandise. C'est arriver à avoir des prix qui sont beaucoup plus pertinents et qui vont permettre aux clients de maximiser leur pouvoir d'achat. C'est avoir des promotions qui sont personnalisées, qui permettent à chacun de retrouver son compte quand il reçoit des coupons personnalisés. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui permettent in fine d'avoir une satisfaction client qui est en hausse, sans avoir une rupture majeure, en tout cas sur le court terme. Je ne veux pas insulter l'avenir, mais clairement, on est plutôt sur ce chemin-là dans ce qu'on fait chez Carrefour avec l'IA. Très bien, merci. Alors, vous faites une ouverture effectivement sur les scénarios qu'on a vus dans l'étude Havas. Vous avez un ressenti particulier sur un de ces scénarios, une possibilité, ce qui est déjà réalisé, puisqu'on voit quand même qu'il y a une grande partie des tendances qui sont en transformation dans vos enseignes. Mais oui, ce ressenti ou une envie peut-être de voir un scénario plus qu'un autre se réaliser. Oui, peut-être rapidement, effectivement, tout ce qui est en lien avec demain la supply automatisée, la supply intelligente, etc., c'est un enjeu
majeur, tout ce qui est accès à l'information. Donc on a parlé moteur de recherche. On a la chance, encore une fois, d'avoir beaucoup de données et donc on peut mieux les travailler aujourd'hui avec les technologies, avec l'intelligence artificielle pour adresser les clients d'une manière un peu plus efficace, pour vraiment, quand le client vient sur site ou vient en magasin, il arrive à trouver toutes les informations et son besoin autour de l'achat d'un produit. Donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça, moi, je pense que l'IA est un vrai accélérateur aujourd'hui pour le business, mais je veux dire pour l'humain, que ce soit teammate ou client, je vais utiliser le mot simplificateur ou simplifie la vie. Et donc, si demain, on arrive à rendre l'IA qui simplifie la vie de tout le monde, parce qu'on a de plus en plus pas de temps, pas d'énergie, etc. On veut vraiment accéder à l'information, à l'achat, au parcours de manière la plus fluide possible. Donc, si on arrive à avoir ça, on a gagné la bataille. Non, pas de ressenti particulier, mais c'est possible effectivement Non, pour compléter ce que Hugo vient d'évoquer, je pense que sur les 6 scénarios qui ont été présentés tout à l'heure, mon sentiment, c'est plutôt que chacun des 6 scénarios existe déjà, de manière plus ou moins avancée, mais en tout cas, il y a déjà des initiatives qui peuvent se retrouver. On parlait du search, on a parlé de la personnalisation, on a parlé de l'automatisation. Mais dans chacune de ces directions, on est plutôt dans une amélioration incrémentale aujourd'hui de ce qu'on vit dans les magasins et de la manière dont on peut exécuter les opérations grâce à l'IA plutôt que dans une rupture massive. Personnellement, mais ça n'engage que moi, je suis assez peu convaincu par aucun des 6 scénarios qui me paraissent très radicaux et là encore ça n'engage que moi, mais pas très souhaitable. En revanche, je crois beaucoup au fait qu'il y a énormément de choses à aller faire en allant dans ces différentes directions, qui sont peu ou prou celles qu'on a déjà engagées aujourd'hui chez Carrefour pour aller capter les bénéfices de l'IA et arriver in fine à proposer à nos clients une expérience qui soit la plus fluide et agréable possible dans nos magasins et sur nos sites. Toujours en tête la valeur ajoutée client. Thibaut, on a quelques secondes pour conclure. Ouais. Je rejoins ce qui a été dit. C'est, je crois, beaucoup une combinaison des différentes briques qui ont été présentées. Aucun n'est convaincant en tant que tel et probablement n'émergera tout seul. Probablement ceux qui pourraient aller le plus vite, c'est personnalisation et puis l'IA sur les moteurs de recherche. Et ça peut pas mal modifier aussi la façon dont les clients interagissent avec nos marques. Parce que finalement, les moteurs de recherche publics arrivent à avoir une finesse de choix qui peut nous disrupter. Et donc ça, c'est un vrai angle de vigilance pour nous. Comment est-ce qu'on construit une expérience qui va faire que les clients vont continuer de préférer nos sites internet, nos moteurs de recherche. Et puis la personnalisation à grande échelle. On évoquait la simplification permise par l'IA. De certaine manière, auparavant, c'était trop complexe de personnaliser. Là, on peut faire de la personnalisation à l'échelle. Et donc ça ouvre un champ des possibles très, très intéressant pour nos enseignes.